Il est déjà 8h30. Bretagne 5, l'invité du 7-9. Et ce matin, je vous le disais tout à l'heure, en faisant ce qu'on appelle le teaser de la matinale, nous sommes avec Thierry Burlot, chef de file Nous la Bretagne, dont c'est la première sortie médiatique. Il a choisi Bretagne 5. Je l'en remercie d'être avec nous en direct. Bonjour Thierry Burlot. Bonjour. Alors, j'allais presque vous demander comme ça un petit peu au débeauté, c'est comment la vie d'après ? Bien écoutez, il a fallu se remettre de cette échéance électorale. Bon, écoutez, ça n'a pas été simple les premiers jours. Il y a un peu de déception, évidemment, légitime. Un peu de fatigue aussi accumulée. Mais ça y est, c'est reparti. L'été, on a profité de l'été au maximum et nous voilà repartis pour la rentrée. Alors j'ai vu que vous faisiez votre rentrée la semaine dernière, rentrée politique, avec Nous la Bretagne, avec l'envie de retourner dans l'arène politique. Ben, ça sera samedi prochain finalement. Ah, je vous ai dit, oui pardon, c'est samedi prochain, je vous dis une bêtise. Samedi prochain, nous allons nous retrouver à Taupont, à côté de Ploërmel, avec évidemment les élus de Nous la Bretagne, mais aussi les sympathisants et tous ceux qui nous ont accompagnés sur cette liste, pour réfléchir ensemble à la suite à donner à ce mouvement qui a été créé. Alors, un mouvement qui va s'inscrire effectivement dans la vie politique, un mouvement qui tend aussi à aller un peu vers l'écologie peut-être. J'ai lu ces derniers jours quelques, en tout cas dans la presse, quelques relations autour de l'écologie et autour de Nous la Bretagne. Bien écoutez, moi je crois d'abord qu'il faut dire deux choses. D'abord, ces élections, bon voilà, se sont passées. Monsieur Chénégera est élu président et on lui souhaite évidemment de réussir. Mais il faut aussi dire que bon, les Bretons, comme les Français, ne se sont pas beaucoup déplacés. Nous sommes à l'approche d'une échéance présidentielle très importante, avec des élections législatives qui vont suivre. Nous sommes surtout aussi face à des grands enjeux majeurs. Je viens de passer le week-end à Marseille, où j'ai assisté au Forum mondial de la biodiversité. Dérèglement climatique, perte de biodiversité, avec des chiffres effrayants. Aujourd'hui, les enjeux sont considérables. Ils dépassent bien évidemment les limites nationales. C'est des sujets qui touchent l'ensemble de la planète, mais qui nous obligent tous à agir et à réfléchir autrement. Et moi, je souhaite que nous, la Bretagne, on puisse s'engager profondément dans ces changements qui sont absolument nécessaires si on veut évidemment préserver notre environnement, limiter le réchauffement climatique, mais surtout offrir aux générations futures un avenir un peu plus réjouissant que ce qu'on nous annonce. Au-delà de la prise de conscience, il faut l'action. Ben oui, vous savez, on a souvent opposé économie et écologie, et ça c'est une erreur majeure. On parle de décroissance aujourd'hui. Oui, et puis moi j'ai assisté à la séance d'ouverture où Christine Lagarde, qui est quand même la présidente du FMI, a dit à la tribune, l'économie ne survivra pas aux questions environnementales. Donc aujourd'hui, tout le monde a bien conscience que si on ne change pas notre manière de vivre, notre manière de produire, si on rentre pas dans cette économie décarbonée, si on ne préserve pas la nature et la biodiversité, on va directement à l'échec. Donc on a une obligation de changer notre mode de pensée, notre mode d'action. Et moi, je souhaite que Nous, la Bretagne, soit un outil de réflexion autour de ces sujets pour que on vive des transitions heureuses avec les Bretons et les Bretonnes notamment, mais surtout pas contre eux. Et je pense que la Bretagne, qui est un concentré de planète, entre la terre et la mer, on voit bien qu'ici aussi en Bretagne, on commence à vivre ces dérèglements climatiques. On a une obligation d'agir parce qu'on a les moyens d'agir, parce qu'on est un pays riche, qu'on veuille ou non. On a aussi un exemple à donner. Alors cet exemple à donner, ça passe aussi par l'exemple politique. Alors on le voit, vous le disiez à l'instant, Thierry Burlot, on s'achemine vers les échéances politiques habituelles, allais-je dire, le cycle politique habituel, avec la présidentielle et les législatives qui vont suivre quasiment immédiatement après. C'est aussi un enjeu politique pour le président de la République. On sait que vous êtes un soutien d'Emmanuel Macron. Est-ce que là, il a une carte à jouer, Emmanuel Macron, sur cet enjeu environnemental ?
Bah écoutez, moi je crois, même si le sujet n'est pas simple, on vient de vivre une crise sanitaire très brutale. On voit bien aujourd'hui que les politiques traditionnelles sont dépassées. Et aujourd'hui, on a besoin de redonner confiance. On a besoin de poser les bases d'une nouvelle manière d'agir. Et moi, je ne voudrais pas que nous, la Bretagne, on s'inscrive dans un schéma classique de parti politique. Non. Moi, je souhaite très fortement contribuer à l'élaboration des programmes présidentiels ou législatifs demain pour faire des propositions. Et je souhaite que même si on a été soutenu par la majorité présidentielle, même si aujourd'hui je pense que le président Macron est celui qui est capable encore de porter ce projet, mais il faut qu'on soit exigeant. Et moi je serai exigeant, y compris avec le programme présidentiel, parce que je crois qu'aujourd'hui on a un devoir de responsabilité. Et il ne faut plus se mentir. Vous savez, les Français... s'il y a un désenchantement en politique, c'est aussi parce qu'on leur a menti. Et moi, j'ai appris beaucoup dans ces élections régionales, dans cette campagne électorale. Les Bretons et les Bretonnes nous ont fait part de leur passion pour la politique, mais pas de la manière dont les politiques agissent. Et c'est ça qu'il faut changer. Et moi, je souhaite vraiment que nous, la Bretagne, s'inscrive dans une nouvelle forme d'action publique. Et on n'est pas là pour défendre des carrières politiques, on n'est pas là pour défendre des individus, on est là pour porter des projets collectifs. Il faut renouer le dialogue, renouer la confiance entre les Bretons et leur politique au pluriel. Mais bien sûr, moi j'ai été impressionné par tout ce que j'ai vu en Bretagne. On a des individus, des hommes et des femmes, mais aussi des associations, des acteurs économiques qui s'engagent tous les jours pour les transitions et qui vivent positivement ces transitions. Et moi ce que je souhaite, c'est qu'on mette cela en avant. Aujourd'hui, vous savez, le conseil régional, c'est pas la Bretagne. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi pendant ces élections. Le conseil régional doit aider, doit impulser de nouvelles dynamiques. Mais faisons confiance aux Bretonnes et aux Bretons, parce que c'est par eux, avec eux et pour eux qu'on réussira les transitions. Au sein de nous, la Bretagne, il y a plusieurs courants, plusieurs tendances. Est-ce que vous souhaitez ouvrir justement, nous, la Bretagne, à différentes sensibilités politiques, par exemple ? Ben écoutez, moi je suis très très ouvert. Je l'ai dit et je l'ai dit aussi. On ne sera pas dans une opposition bête et méchante et systématique contre le président Loïc Chenet-Girard. Au contraire, si on peut l'aider dans sa mission, si on peut lui faire des propositions, s'il sait être à l'écoute, on saura être des partenaires exigeants. Et je le dis pour M. Loïc Chenet-Girard, mais je le dis ici pour tous les autres. À partir du moment où on est dans une démarche républicaine, dans une démarche ouverte, dans une démarche qui justement, parce que le sujet est compliqué. Vous savez, on dit tous qu'il faut qu'on rentre dans une économie décarbonée. J'écoutais tout à l'heure un reportage là à la radio sur la difficulté aujourd'hui des producteurs de lait bio. À écouler leurs produits. Je pense que si tous, élus, industriels, consommateurs, si on ne porte pas ensemble les transitions, ça ne marchera pas. Donc le rôle d'une collectivité, le rôle d'un pouvoir public, le rôle des pouvoirs publics, le rôle d'une organisation, quelle qu'elle soit, c'est d'aider à comprendre pour mieux agir. Est-ce que vous avez parlé depuis les élections avec Loïc Chenet-Girard ? Évidemment le soir même pour le féliciter de son élection, mais en tout cas je lui ai fait dire clairement que nous serons à ses côtés quand il sera nous écouter, et encore une fois ça ne sera pas une opposition systématique, mais au contraire une opposition créatrice de propositions et avec l'envie de Bretagne. Il y a l'urgence à réunir ce qu'on appelle des fois de façon assez simpliste les forces vives bretonnes. Mais toutes les forces vives. Vous savez, la Bretagne a souvent été un laboratoire d'expérimentation en matière politique. Et le seul regret que je peux avoir, c'est qu'on n'est pas réussi à convaincre les Bretons de notre proposition. Mais enfin, je retiens quand même qu'on fait un très bon score. Je retiens quand même qu'on a eu une campagne très courte. Et le président Loïc Chenet-Girard aurait tort
de ne pas entendre ce qui s'est passé là. Parce que aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui nous ont fait confiance. Et moi, je suis convaincu que la démarche que l'on porte d'ouverture, les partis traditionnels de droite et de gauche, je parle bien des partis républicains, aujourd'hui ne survivront que s'ils sont capables de s'ouvrir. Et moi, ce que je voudrais pas, c'est que nous, la Bretagne, on s'inscrive dans un parti traditionnel, dans une organisation traditionnelle. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Aujourd'hui, il n'y a plus personne dans les partis politiques. Donc il faut pouvoir s'ouvrir différemment. Et justement, samedi prochain à Taupon, ce qu'on voudrait essayer de faire, c'est de savoir comment atteindre ces Bretons et ces Bretonnes qui ont envie d'agir dans un contexte d'ouverture, d'être capable de donner ce qu'on veut au moment où on veut, mais en tout cas d'être capable d'apporter et de poser une pierre pour l'édifice. Il y a aussi un appel du pied de la jeune génération qui ne veut plus faire de la politique comme les aînés, je me mets dans les aînés, d'avoir une autre ouverture à la politique, une autre aussi approche du monde dans lequel on vit. Est-ce que là aussi, un mouvement comme nous, la Bretagne, doit prendre en compte ces desiderata? Mais bien sûr, vous savez, moi je suis impressionné dans nos collectivités territoriales, et puis regardant ça avec un peu de recul aujourd'hui, parce que je dois quand même avouer que j'ai fait 3 mandats au conseil régional qui ont été passionnants, et aujourd'hui c'est vrai que je prends du recul et je regarde un peu les choses. Vous savez, quand on parle aujourd'hui par exemple aménagement du territoire en Bretagne, on va vous parler de schémas de cohérence territoriaux, de SCOT, on va vous parler de plans locaux d'urbanisme intercommunaux, on va vous parler de sigles comme ça, de SRADET, schéma régional d'aménagement. Le fameux SRADET. Autant de termes qui ne veulent rien dire pour les uns et pour les autres. Il faut simplifier un peu. Il faut simplifier, il faut qu'on soit beaucoup plus proche, beaucoup plus lisible, beaucoup plus compréhensible, et qu'on pose les grands enjeux de la Bretagne. Les grands enjeux de la Bretagne, ils sont connus. Aujourd'hui, on a une Bretagne qui est exceptionnelle, qui tire son patrimoine d'ailleurs, qui tire sa richesse, de son patrimoine naturel. Comment on fait pour avoir j'aimerais qu'on soit une région pilote en matière de transition sur le climat, sur la biodiversité, sur les transitions. Et je pense que là, il y a un bel espoir pour nos jeunes qui ont envie de s'engager là-dedans. Mais il faut que ça soit compréhensible, lisible, et qu'on puisse avoir des dispositifs souples et efficaces pour les accompagner. Et puis, il y a les dossiers qu'on n'aime pas trop parce qu'ils sont compliqués à gérer. On pense aux algues vertes. Vous avez été en première ligne là-dessus, Thierry Burlot. Aujourd'hui, il y a des efforts de fait par les agriculteurs, Mais bien sûr. Et là aussi, c'est la caricature totale. Vous voyez, aujourd'hui, malheureusement, plus personne n'ose parler de ce dossier. Moi, je vais vous dire, c'est dramatique ce que je vais dire peut-être, mais quand même... après 3 mandats de travail sur le sujet, je finissais par me sentir responsable du sujet. C'est quand même un peu faux. Et je voyais bien mes collègues où finalement peu d'acteurs veulent s'engager parce que c'est tellement risqué médiatiquement. À partir du moment où vous occupez du dossier, vous en êtes responsable. Moi, ce que je voudrais dire, les agriculteurs bretons ont fait des efforts considérables. Et dans cette région, je peux vous assurer que des efforts que peu ont fait. Et quand je vois ce rapport de la Chambre ou de la Cour des comptes, qui c'est vrai est sévère, qui c'est vrai fait des propositions qui ne sont pas inintéressantes, mais j'aurais souhaité qu'il soit un peu plus compréhensible par rapport à ce qui a été réalisé. Mais en tout cas, on réalisera, parce qu'on n'a pas d'autre alternative que d'éradiquer ce phénomène des algues vertes, mais on le fera avec les agriculteurs, avec les populations, avec les élus locaux, et pas contre eux. Et moi, je suis certain que la Bretagne peut y arriver. Encore faut-il qu'elle continue à s'en donner les moyens, et qu'elle continue surtout à travailler le sujet. Alors on voit en cette période politique intense que les Verts, par exemple, veulent faire des propositions très radicales parfois à propos des algues vertes. Mais c'est, les Verts ne sont que le résultat de tout cela. Aujourd'hui, ils font des propositions radicales parce qu'il n'y a pas d'autres propositions. Et moi, faut discuter avec les Verts. Mais moi, je crois qu'il faut discuter avec les Verts. Et moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Claire Neymar-Poirier, qui est une personne très intéressante, qui fait des propositions très intéressantes et qui dit des choses fort pertinentes. Donc, c'est comment, collectivement, ensemble, et qu'on n'utilise pas l'écologie pour faire de la politique, mais que l'écologie soit au cœur du projet politique. Parce que souvent, l'écologie, c'est une fracture, une zone de fracture, alors que ça devrait être une zone de réconciliation. C'est un bien commun. On parle de notre patrimoine commun. Moi, j'ai assisté à Marseille à une conférence de la Ligue de protection des oiseaux.
où on parlait des oiseaux migrateurs. Vous savez, la question des oiseaux migrateurs, elle se réglera ici, bien évidemment en Europe, mais aussi dans les pays du Maghreb. Donc si on n'a pas des relations ensemble pour construire des politiques publiques, pour construire des zones de protection de ces oiseaux migrateurs, on n'y arrivera pas. Donc ça nous oblige à réfléchir sur notre mode de gouvernance, sur le périmètre de gouvernance et sur les efforts que l'on doit faire tous envers les autres, pour comprendre. Et vous savez, vous gagnez l'écologie, vous gagnez la biodiversité, que si déjà on sait de quoi on parle. Et qu'ensemble, collectivement, on soit capable de dresser un diagnostic et de faire des propositions pour avancer. Alors, vous le disiez, Thierry Burleau, c'est un sujet, j'allais presque dire casse-gueule, hein, pardonnez-moi, au niveau médiatique, que ces algues vertes, que l'environnement ici en Bretagne en particulier. On voit aussi des décristallisations, on voit les associations des fois qui sont attaquées. Voilà, il y a une forme de... Alors, je ne vais peut-être pas employer le mot de violence, quoique... Si, tu as raison. Voilà, là aussi, il faut essayer de mettre tout le monde autour d'une table, mais bien essayer sûr, d'apaiser. Mais bien sûr, et vous voyez, le Conseil régional, pour faire un peu d'actualité, a pris l'initiative de faire une commission sur le développement du parc éolien offshore en baie de Saint-Brieuc. Bon, très bien, ils ont réuni les élus, ils ont réuni évidemment les techniciens, et ils ont réuni l'opérateur Elmarine, Iberdrola. Ils ont quand même oublié d'inviter les pêcheurs. Et excusez-moi, mais aujourd'hui, le sujet, c'est les pêcheurs. Donc, moi, je souhaite que dans ce dossier, on retrouve un peu d'apaisement. Et je pense que l'apaisement passe aussi par le fait de réunir toutes les parties prenantes. Et aujourd'hui, malheureusement, à défaut de médiation ou de compréhension, on arrive à des ruptures. Et moi, je ne vous cache pas que je suis très très inquiet. Cette manière de ne pas répondre ou d'avoir le sentiment de ne pas répondre aux pêcheurs, bah, c'est pas une bonne formule. Moi je crois qu'il faut avoir osé, il faut oser aller rencontrer les pêcheurs, aller oser dire quelles sont les marges de progression, quelles sont les marges qui nous permettent d'améliorer les choses, et le sentiment de ne pas vouloir inviter les pêcheurs, c'est une marque de mépris finalement à leur rencontre, et ça c'est pas bon. Alors on parle aussi d'énergie verte, hein, beaucoup aujourd'hui dans cette transition écologique. Alors on va fleurir les éoliennes un peu partout. Alors elles aussi, alors en mer c'est une chose, mais aussi sur terre, elles cristallisent des colères. Ben oui, et des colères assez légitimes, parce qu'on n'avait pas sans doute perçu toutes les conséquences du développement de l'éolien terrestre. Mais je vais vous prendre un autre exemple. Et celui-là qui est aussi au cœur de l'actualité, la méthanisation. Aujourd'hui, la méthanisation, système qui nous était promu pour développer l'économie des exploitations agricoles, notamment des petites exploitations agricoles. Aujourd'hui, on voit fleurir les méthanisations, notamment dans le bassin rennais, où aujourd'hui on assiste à une fermeture des élevages, fermeture des élevages, notamment des élevages bovins, au profit de la culture intensive du maïs pour produire de l'énergie verte. Mais c'est totalement contraire à ce qu'il faut faire. Donc aujourd'hui, si c'est promouvoir de la méthanisation, donc une énergie verte qui irait à l'encontre de la préservation de l'eau, de l'environnement, parce qu'elle va consommer beaucoup d'intrants, parce qu'elle va consommer beaucoup de pesticides, parce qu'elle va consommer beaucoup d'engrais chimiques, mais c'est une catastrophe. Donc vous voyez, d'une bonne idée initiale, on peut avoir des débordements ou des effets contraires qui ont d'autres impacts. Donc je pense qu'il faut qu'on soit attentif à tout cela, mais encore une fois, Olivier Alain, d'ailleurs le vice-président en charge de l'agriculture, de l'époque, a écrit un très bel article dans Ouest France sur le sujet, que je vous invite à lire, mais où il remet en cause cette méthanisation intensive, et je pense qu'il a raison. Alors là aussi, il faut réfléchir à long terme finalement. Bien sûr, et encore une fois, les transitions, c'est dans le temps. Mais encore faut-il qu'il faut que le chemin soit coécrit, partagé, et que chacun puisse y contribuer. Vous savez, les résultats dans l'immédiateté, c'est pas possible en matière environnementale. Par contre, ce qu'on sait, et c'est l'une des bonnes nouvelles de Marseille aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on protège, à chaque fois qu'on préserve, je vais parler du thon en Méditerranée, mais je pourrais parler des macareux
sur l'île Grande. Et bien, à chaque fois qu'on a préservé, on a obtenu des résultats. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que quand on prend des mesures de protection, de prévention, avec les populations locales, avec les pêcheurs, avec tous les acteurs locaux, on réussit la préservation. Donc c'est ça, la bonne nouvelle. Voilà, il en faut des bonnes nouvelles, hein, on en a besoin en ce moment. Alors, il y a également alors, on parlait des problèmes d'énergie. En interview avec notre invité de la matinale, Thierry Burlot, et visiblement, bien, voilà, on a été victime de la foudre. Ce sont des choses qui arrivent. Alors on va improviser. Thierry Burlot, vous êtes avec nous, bien entendu, dans cette matinale. Alors on va improviser, voir ce qui s'est passé. Voilà. Oui, on a des règlements climatiques tout à l'heure. On a des orages, il fait très chaud en Bretagne en ce moment. Mais vous savez, on a pensé pendant des années et des années qu'on était à l'abri, nous, en Bretagne, des questions liées à l'eau. Bah, aujourd'hui, on est dans le dur. On a des territoires bretons, aujourd'hui, qui sont en tension. Et aujourd'hui, où est posée la question du développement économique, par exemple. C'est encore une fois le département d'Ille-et-Vilaine qui développe le plus, et tant mieux, mais qui n'a plus d'eau. Plus d'eau en termes de production d'eau potable, mais plus d'eau en termes de capacité épuratoire. Donc là, on est face à des enjeux ici aussi en Bretagne. Alors, on parle de l'eau, hein. J'allais y venir au moment de cette coupure qui nous a un petit peu arrêté dans notre élan. Justement, l'eau, on voit que c'est un bien précieux qu'il faut protéger. On s'aperçoit aussi qu'on voit par exemple des fermes à saumon. Actuellement, on peut lire des articles autour de cette ferme à saumon qui va ouvrir en Bretagne. Est-ce que c'est une bonne idée finalement de dépenser autant d'eau ? Bah, écoutez, moi je crois qu'aujourd'hui, le facteur limitant au développement économique en Bretagne, c'est l'accès à l'eau. L'eau potable et l'accès aux capacités épuratoires. Je vous rappelle quand même que même si la Bretagne est pas mal classée en matière d'objectifs de reconquête de la qualité des eaux, on est à 30% des masses d'eau conformes. Ce qui veut dire que 70% des masses d'eau ne sont plus conformes. Et je vous rappelle que quand on est en Ille-et-Vilaine, c'est plus de 95% des eaux qui ne sont pas conformes. Donc aujourd'hui, créer des projets, quels qu'ils soient, en matière d'urbanisation, en matière de développement économique, en matière de pisciculture, sans se poser la question de l'état des masses d'eau, est une aberration totale. Donc il faut commencer par passer par là, et on va tout de suite être confronté à un sujet majeur, c'est le sujet des solidarités entre l'amont, l'aval, la ville, la campagne. Mais en tout cas, on ne peut pas créer des projets de ce type sans se poser la question d'abord, est-il possible d'avoir de telles installations? Là encore, Thierry Burlot, réconcilier le monde économique et l'écologie, tout simplement. Bah écoutez, ça passera par des économies d'eau. Moi, j'ai des économies et une meilleure manière de gérer l'eau. J'ai rencontré pendant la campagne électorale la Coperle, que vous connaissez bien ici. La Coperle consomme 1 200 000 m3 d'eau par an. Aujourd'hui, ils sont capables, grâce à des dispositifs qu'ils ont mis en place, qui sont assez remarquables d'ailleurs, de réutiliser cette eau. C'est-à-dire qu'ils sont capables quasiment de travailler en circuit fermé, ce qu'on appelle la réutilisation des eaux, parce qu'ils ont réussi à mettre en place des procédés de réutilisation, et qui respectent évidemment les normes sanitaires. Aujourd'hui, en France, on a sur ce sujet un certain nombre de difficultés, mais je crois que la réutilisation des eaux issues des stations d'épuration est pour, notamment l'agroalimentaire, un vrai sujet d'économie d'eau. Donc vous voyez, on a des marges de progression, mais il faut quand même qu'on soit bien conscient que ces marges de progression, il va falloir les étudier, les examiner ensemble, et faire en sorte que on puisse, encore une fois, concilier le développement économique et la préservation des ressources. Alors, c'est tous les enjeux futurs, hein, vous le disiez en commençant, Thierry Burlot. Est-ce qu'il faut aussi éduquer, alors voilà, c'est peut-être un terme un peu fort, mais les jeunes générations à l'environnement? Écoutez, moi je suis impressionné, mais parce qu'encore une fois, ayant passé le week-end à Marseille, quand j'ai vu le nombre de jeunes marseillais notamment qui ont participé à ces journées, ça fait quand même plaisir. On voit bien que ce patrimoine naturel, c'est notre bien commun. Je dirais que c'est finalement ce qui devrait tous nous dépasser. Je vous rappelle que
on est en train parfois de parler de la droite, la gauche, enfin, etc., de sensibilité plus ou moins floue d'ailleurs, parce que nos concitoyens ne s'y trompent pas d'ailleurs, hein, ils y comprennent plus rien. Par contre, sur les questions de préservation de l'environnement, de patrimoine commun, nos jeunes sont très attentifs et sont très revendicatifs et voient bien que les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques ne sont pas à la hauteur. Donc l'enjeu, il est là. C'est comment on redonne envie de faire de la politique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire faire de la politique pour prendre en compte ces grands enjeux. Et je ne vous ai pas parlé des enjeux internationaux. Je ne vous ai pas parlé des populations amazoniennes. Je ne vous ai pas parlé de toutes ces populations qui ont souvent été méprisées, qui ont souvent été abandonnées. Et l'Amazone qui joue un rôle extraordinaire dans la préservation du carbone sur la planète. Ben, comment on aide ces populations et je pense que ces questions de solidarité, de bien commun, d'envie de changement, mais dans le bon sens du terme, dans le changement pour la préservation, je pense que nos générations futures sont très attentives et nous en voudrons si on n'agit pas. Alors on parlait des grands enjeux internationaux, on va terminer là-dessus, Thierry Burleau. On voit que le monde change, on voit aussi ces soubresauts, ces pays qui se renferment, on pense inévitablement à l'Afghanistan. Est-ce que là aussi les enjeux vont se répercuter à l'échelle locale? On peut imaginer les gens qui vont venir d'Afghanistan, par exemple en Bretagne, comment les accueillir, comment faire qu'ils aient aussi une vie bien loin de celle qu'ils ont là-bas actuellement. Et puis il y a les réfugiés climatiques aussi, hein. Vous les avez quasiment abordés, mais les réfugiés climatiques. Mais vous savez, la question des réfugiés climatiques, c'est avant tout la question de l'accès à l'eau. Il y a des territoires aujourd'hui sur la planète où il est plus possible de vivre, puisque les températures dépassent les 40 degrés, notamment au Pakistan, en Iran et en Afghanistan. On a fait aussi malheureusement le constat que la montée des talibans, la montée de ces extrémistes se fait malheureusement dans des provinces aujourd'hui dans le monde où les problèmes climatiques sont majeurs. C'est-à-dire que l'agriculture ne peut plus se développer, les populations sont abandonnées, et leur seul point de salut, leur seule espérance, c'est les extrémistes. C'est quand même grave, quoi. C'est-à-dire que ces crises environnementales génèrent des crises économiques et ensuite des replis. Et ça, c'est très grave. Et aujourd'hui, la meilleure façon de lutter contre l'extrémisme, c'est aussi de donner à ces populations les conditions de pouvoir rester vives sur leur territoire, dans leur pays, dans leur province, de pouvoir préserver leur agriculture, l'eau, la biodiversité. J'ai écouté l'ancien président du Niger qui nous a raconté son projet de grande barrière verte au Niger pour éviter justement l'avancée du désert. C'est la meilleure réponse qu'on fera à ces crises que l'on vit dans ces pays-là. C'est la meilleure réponse. Un dernier mot, Thierry Burleau. On dépasse un petit peu le temps, mais je dois l'avouer aux auditeurs, là on est un petit peu en roue libre parce qu'on a eu un problème technique lié à l'orage. Voilà, a priori la foudre s'est abattue pas très loin de la radio. Je vous rassure, tout va bien ici, on est bien protégés, mais voilà, ça nous a causé un petit... alors j'allais presque dire dérèglement, nous qui n'est pas climatique, fort heureusement, simplement dérèglement technique. Alors Thierry Burleau, un dernier mot sur l'Europe aussi. On en parle beaucoup de l'Europe, alors on la montre du doigt, on dit ça fonctionne pas, mais est-ce que l'Europe est une chance finalement pour les régions et pour une région comme la Bretagne? Moi je crois que l'Europe c'est une vraie chance pour la région et pour les régions. Enfin, dois-je rappeler que l'Europe en Bretagne c'est plus de 600 millions d'euros par an déjà en termes de financement. Mais l'Europe c'est une vraie ambition, je crois notamment à travers le Green Deal. Je crois que malheureusement nos pays n'avanceront que si on est capable d'avoir des grands accords internationaux. Tout à l'heure, je parlais du dérèglement climatique, de l'économie décarbonée. L'Europe doit nous fixer un cap. Parce que si l'Europe n'avance pas ensemble sur ces grands enjeux, évidemment, il y aura des distorsions de concurrence liées entre les pays, à ceux qui feront l'économie décarbonée et ceux qui ne la feront pas. Mais en tout cas, on a besoin d'Europe